Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, l'intention est de trouver tous les sous-groupes de S4 et de voir parmi eux ceux qui sont distingués. Voilà, tout simplement. Donc trouver tous les sous-groupes, mais avec méthode. Alors les prérequis, il faut savoir ce que c'est qu'un groupe. Alors ça c'est une notation qu'on emploie pour dire H sous-groupe strict, et ça c'est H sous-groupe éventuellement égal à G. L'ordre Lagrange, donc ça c'est classique. La notion de générateur d'un groupe, donc monogène c'est un sous-groupe engendré par un seul élément, donc voilà. Le théorème de Sylow, parce que sinon, si on fait tous les calculs à la main sans CD de Sylow, ça va être un peu fastidieux. Donc, soit j'ai un groupe d'ordre n, on fait la décomposition en facteur premier d'ordre n. Donc, dans notre exemple, ça va être 24, donc 3 fois 8. Donc, le nombre de sous-groupes d'ordre 3 ou d'ordre 8 est un entier congru à 1. Donc, on verra ce que ça donne. En particulier, il y en a, et on les appelle les P-silos. Voilà, donc les P-silos, ici, ça va être les 2 silos, groupe d'ordre 8, sous-groupe d'ordre 8, et les 3 silos, sous-groupe d'ordre 3. Ils sont conjugués entre eux, on s'en servira à la fin pour les sous-groupes distingués. Alors, il faut quelques connaissances sur les sous-groupes distingués ici pour deux endroits. D'abord pour la fin, quand on verra si les sous-groupes sont distingués ou pas. Donc, si vous ne connaissez pas les sous-groupes distingués, vous pouvez quand même regarder le début. Mais on en aura besoin pour le sous-groupe d'ordre 12, pour démontrer qu'il est unique, en fait. Voilà. Alors, la nature des éléments de S4 et les morphismes signature. Donc ça, je vous laisse regarder. Normalement, vous connaissez. J'ai bien tout mis au propre. Pour la notation, pour les transpositions, je vais toujours les noter comme ça, bien qu'on pourrait aussi les noter avec des parenthèses. Bon, c'est un choix de présentation. Voilà, donc tout est là. Vous avez le PDF normalement dans les commentaires. Et puis, on a besoin de savoir ça, si on en aura besoin. Toute permutation s'écrit comme un produit de transposition, donc autrement dit, les transpositions engendrent S4. Et la signature est donnée par -1 puissance le nombre de transpositions utilisées, sachant que ce nombre n'est pas unique, cette décomposition n'est pas unique, mais la signature est univariée. Il n'y a pas d'ambiguïté dans cette définition de la signature. Alors ensuite, il faut connaître la liste des sous-groupes finis. Voilà, donc ça, et ça, je répète, ça c'est un truc vraiment à connaître à fond. Que vous découvriez les groupes en prépa et que vous ayez envie d'être un tout petit peu performant, que vous passiez la grecque, interne, externe, bon voilà, il faut connaître les petits groupes et les connaître en profondeur, savoir qui les engendre et comment on démontre peut-être qu'il n'y a que ça, et surtout quelles sont leurs applications géométriques. Alors c'est pas l'objet de cette vidéo. Mais en tout cas, on en aura besoin, parce qu'on va dire, par exemple, les sous-groupes d'ordre 4, ils seront isomorphes soit Z sur 4Z, soit inclins. Et puis, on verra du coup, qu'est-ce qu'on en dit. Donc, on va s'appuyer beaucoup sur cette liste exhaustive des sous-groupes d'ordre inférieur à 8. Voilà. Pour 12, on se débrouillera. Alors maintenant, la table. Alors la table, ça demande un peu de pratique. Donc, si vous avez jamais fait trop de pratique, il faut y aller à fond les manettes si vous voulez vraiment maîtriser. Il n'y a pas de choix. Voilà. Donc, quelques explications. Donc, les puissances d'un cas de cycle. Donc il faut connaître bien ça au carré, ça au cube. Alors pourquoi ça au carré, ça fait une double transposition? Vous voyez, on peut le voir comme une... Alors on ne va pas parler de rotation géométrique, parce que toutes les permutations ne correspondent pas à une transformation géométrique. Vous imaginez bien que la transposition qui change 1 en 2 et qui laisse 3 et 4 invariants n'est pas géométrique. Bon. Mais pour celui-là, c'est intéressant de le visualiser comme ça. C'est plus un schéma qu'une action de groupe. Donc il fait tourner comme ça. Donc son contraire, C-1, qui est aussi C au cube, puisque la puissance quatrième fait l'identité, et bien elle tourne dans l'autre sens. Donc si vous décidez de partir de 1, ça fait 1, 4, 3, 2. Donc ça, c'est un truc à mémoriser, comme si on pivotait autour de lui, et on intervertit les autres chiffres. Voilà. Et quant à C carré, c'est une double transposition, parce que si vous faites 2 fois la rotation, ça fait une rotation d'angle pli, donc 2 et 4 s'échangent, 1 et 3 s'échangent. Donc ça, il faut vraiment le connaître, c'est important. Du coup, moi, ce que je vous invite à faire, c'est à compléter cette table. Je ne vais pas le faire moi, bon. Voilà, vous imprimez, vous complétez, vraiment c'est important. Transposition, rendre transposition, alors j'ai séparé les deux possibilités. Support totalement disjoint, support disjoint, ça vous fait une double transposition et ces deux commutent entre elles. Parce que de toute façon, deux permutations de support disjoint commutent entre elles toujours, c'est évident en fait. Et de support non disjoint, ça va vous faire une permutation paire déjà, donc un 3 cycles, une double transposition, sauf que vous voyez bien que 3 est invariant si vous faites ça. Donc ça vous fait forcément un 3 cycles. Donc voilà, je vous ai mis dans... Voilà. Alors ensuite, transposition rend un 3 cycles. Donc ça va faire un truc, une permutation de signature impaire. Support inclus l'un dans l'autre, comme là. Donc le support de cette transposition est inclus dans elle. Et donc ça vous fait une autre transposition. Donc là, il y a un autre exemple, ça vous fait une autre transposition dans les deux sens. Un seul point commun, comme ici, ça vous fait un 4 cycles. Voilà. Donc dans tous les cas, ça vous fait soit une transposition, soit un 4 cycles. Il faut mémoriser bien juste ce type-là, support inclus, un seul point commun.
Transposition et 4 cycles. Alors ça dépend si A et B sont consécutifs dans le 4 cycles. Parce que vous voyez, si A et B sont consécutifs dans le 4 cycles, 1 et 2 ici par exemple, si vous prenez le premier, c'est-à-dire 1, et ben, il est transformé en 2 et hop, il est retourné en 1. Du coup, vous avez tout de suite un point fixe. Et comme c'est une transposition paire, c'est un 3 cycles. Tandis que si 1 et 2 ne sont pas consécutifs, vous n'allez pas réussir à trouver de point fixe. Et donc, du coup, ça va vous faire une double transposition. Ensuite, transposition et double transposition. Donc, bon, ben, si la transposition, en quelque sorte, fait partie de la double transposition, on obtient l'autre, c'est évident, hein, parce que ça commute, de toute façon. Voilà. Et si ça se chevauche, c'est-à-dire que si la double transposition échange le A avec autre chose et le B avec autre chose, comme j'ai mis là, hein, et ben vous avez un 4 cycles, il suffit de le voir. Voilà. Donc encore une fois, c'est cohérent avec la signature. 3 cycles rend 3 cycles. Bon, bah, si c'est le même support, c'est très simple. Si c'est de support distinct, c'est-à-dire avec 2 points communs, eh bien, ça va dépendre. Si A et B vont dans le même sens ou dans le sens opposé. Parce qu'ici, par exemple, bon, vous voyez, ça va faire un truc de signature paire. Si A et B vont dans le sens opposé, eh bien, B donne A qui redonne B, donc B est un point fixe. De ce fait, c'est forcément un 3 cycles. Sinon, il n'y a pas de point fixe, c'est une double transposition. Et ensuite, on aura besoin de ça, donc ça c'est très étonnant, mais les doubles transpositions forment un sous-ensemble stable en fait. Ils forment un sous-groupe d'ailleurs, on verra lequel. Donc ça, il faut s'en convaincre en le faisant. Voilà. Donc encore une fois, je vous invite vraiment à compléter cette table, à vous familiariser avec tout ce qui est là, à le refaire. C'est vachement important de savoir aller vite là-dessus. Bon, alors ensuite les applications de silo, on en a parlé tout à l'heure, j'aurais peut-être pu le mettre directement. Alors, la théorie de silo nous dit que voilà, les P-groupes, ça va être les 3 groupes et les 2 groupes. Pardon, les 3 silos et les 2 silos. C'est les sous-groupes d'ordre P puissance mu, il est maximal. Donc, le sous-groupe d'ordre 3. Donc, il nous dit que le sous-groupe d'ordre 3 est congru à 1 modulo 3 et qui divise 24. Silo ne nous dit pas juste que l'ordre des sous-groupes divise 24, il nous dit que le nombre de sous-groupes de la forme 3 silos, c'est-à-dire d'ordre 3, divise 24, ce qui est un scoop aussi. Et quand vous faites les nombres congrus à 1 modulo 3, ben vous avez 1, vous avez 4, vous avez 7, vous avez 10. Bon, et pour que ça divise 24, c'est soit 1, soit 4. Voilà, donc les 3 silos, si on en trouve 2, ben on sait qu'il y en aura 4 et pas plus. Si on n'en trouve qu'un, ben on sait qu'il y en aura peut-être 3 autres, donc il faudra voir. Ensuite, le sous-groupe d'ordre 8, les 2 silos, ben c'est pareil, il divise 24. Il est congru à 1 modulo 2, donc c'est un impair qui divise 24, et les seuls impairs qui divisent 24, et bien c'est 1 ou 3. Voilà. Et ils sont tous conjugués entre eux, donc ça on en aura besoin quand on verra les sous-groupes distingués. Donc conjugués entre eux, ça veut dire qu'on peut passer de n'importe lequel d'entre eux à n'importe lequel autre d'entre eux par un automorphisme intérieur. Alors maintenant, attaquons. Donc c'est parti, on rentre dans l'action maintenant, action, séquence action. Donc les sous-groupes d'ordre 2, d'ordre 2, on connaît qu'un seul groupe d'ordre 2, c'est Z sur 2Z. Du coup, bon, c'est de la forme l'identité avec un élément d'ordre 2. Donc regardons les éléments d'ordre 2, il y a les transpositions et les doubles transpositions. Les transpositions, il y en a 6, 2 parmi 4. Et les doubles transpositions, il y en a 3. Donc on a 9, alors j'appelle ça une réplique, attention c'est un mot personnel, j'aime bien, donc c'est comme une réplique de Z sur 2Z, quoi, une doublure si vous voulez, une copie, un isomorphe de Z sur 2Z+. Voilà, donc je les appelle J comme jumeaux, parce qu'ils sont tous jumeaux. Bon, c'est peut-être pas très bien choisi, ça c'est mes mots poétiques, j'aime bien mettre des mots comme ça, c'est pas du tout standard. Ordre 3, ils seront isomorphes à Z sur 3Z, donc ça c'est sûr, donc monogène. De toute façon, les seuls sous-groupes qu'on connaît d'ordre 2 et 3, ou P premier, sont monogènes, hein, donc c'est Z sur PZ. Alors, de ce fait, maintenant, isomorphes, il faut trouver tous les 3 cycles. C'est-à-dire les éléments d'ordre 3, il n'y a que les 3 cycles qui sont d'ordre 3. Donc il y en a 8 des 3 cycles. Et donc, chacun est le carré de l'autre. Par exemple, 1, 2, 3 est le carré de 1, 3, 2, comme c'est marqué là. De ce fait, on les regroupe 2 par 2, on obtient 4, je les ai appelés T comme 3, 4 sous-groupes d'ordre 3. Ce sont des silos, donc on sait les dénombrer, donc il n'y en aura pas plus d'ordre 3. De toute façon, on le savait déjà, puisqu'ils sont isomorphes à Z sur 3Z, et on a compté le nombre de 3 cycles. Ensuite, d'ordre 4, donc il y a deux types de groupes d'ordre 4 dans la nature, hein, c'est les monogènes, les Z sur 4Z ou les clins. Alors, les monogènes, il faudrait trouver des éléments de S4 d'ordre 4, donc c'est les 4 cycles, forcément, qui sont d'ordre 4. Voilà. Alors, quand on prend un 4 cycles, on le met au cube, on a vu cette histoire du pivot, là, le 1 et le 3, le 2 restent comme ça. On a la double transposition au milieu, donc les 4 cycles qui sont au nombre de 6, on va les classer 2 par 2, ça va nous faire 3
sous-groupe 3 répliques de z sur 4z, donc je les ai appelés Q comme 4. Voilà. Donc après, les sous-groupes d'ordre 4 du type Klein. Donc Klein, je rappelle, pour ceux qui ne sauraient pas, Klein, c'est les sous-groupes du type XY appartenant à z sur 2z au carré. En fait, c'est z sur 2z au carré, avec l'addition terme à terme. Donc ils sont engendrés par 1,0 et 0,1. Ajouter entre eux, cela donne 1,1. Et dans z sur 2z, 1 plus 1 égale 0, donc vous les avez tous. Donc un groupe de Klein, c'est un groupe où tous les éléments, où il y a l'identité et 3 éléments d'ordre 2 qui engendrent donc 2 quelconques engendrent le troisième. Alors du coup, il faut trouver les éléments d'ordre 2. Donc si on prend 2 transpositions, on va faire tous les types. 2 transpositions et il y a un point commun. Et bien on a vu que quand on les mettait ensemble, ça fait un 3 cycles. Donc ça ne peut pas constituer un groupe de Klein, puisque tout le monde est d'ordre 2. Si je prends 2 transpositions de support disjoint, par exemple 1, 2 et 3, 4, et bien on a vu ce que ça faisait. La transposition 1, 2 rond la transposition 3, 4, ça fait la double transposition 1, 2, 3, 4. Et il est clair que si vous combinez les éléments entre eux, vous n'obtenez rien d'autre. On a donc trois groupes de Klein. J'appelle D parce c'est comme on part d'une double transposition, ils correspondent chacun à une double transposition, il y a 3 doubles transpositions. C'est comme si vous prenez une double transposition et vous cassez en deux les transpositions qui la composent, et vous en faites un groupe d'ordre 4, un groupe de Klein. Voilà. Mais on n'a pas fini tous les cas. Attention, il faut vraiment finir tous les cas. Alors maintenant, si on prend une transposition et une double transposition qui se chevauchent, vous vous souvenez ce qu'on avait dit, par exemple, ça et la transposition 1, 3, par exemple. Ça fait un 4 cycle, qui est d'ordre 4, donc on n'est plus dans Klein. Maintenant, une transposition et une double transposition comme ça, qui ne se chevauchent pas, grosso modo, on retrouve les groupes D, là. Et maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est on prend 2 doubles transpositions, ça peut faire un Klein aussi, et comme le produit de 2 doubles transpositions, c'est l'autre double transposition, on obtient un groupe qui est comme ça. Alors pourquoi il est unique en son genre? Parce que vous voyez que les groupes que j'ai appelés D sont constitués de 2 éléments. Si on parle en termes de groupes seulement, théorie des groupes, ils sont constitués de 3 éléments d'ordre 2. Mais si on parle maintenant en termes de S4, de signature, de permutation, on voit qu'ils ont 2 éléments négatifs et 1 positif. Tandis que U, il est unique en son genre parce qu'il a 3 éléments positifs d'ordre 2. On verra que c'est pour ça qu'il est distingué. Donc là, on a fini. Maintenant, il reste à attaquer les groupes d'ordre 6. Alors, le groupe d'ordre 6, on a quoi comme groupe d'ordre 6? Z sur 6Z et S3. Donc Z sur 6Z, c'est mort, puisqu'il n'y a rien qui est d'ordre 6 dans S4. Puisque les transpositions sont d'ordre 2, les 3 cycles sont d'ordre 3, les 4 cycles sont d'ordre 4, il n'y a personne d'ordre 6, donc on n'aura aucun groupe isomorphe ça. Donc isomorphe à S3, on en aura sûrement, donc il faudrait 2 éléments d'ordre 3. Voilà, donc 3 cycles et 3 transpositions, si vous voulez. Alors, partons des possibilités pour les 2 éléments d'ordre 3. Donc prenons 3 cycles de support identiques. À ce moment-là, on a donc l'un et le carré de l'autre. On a vu que ces deux avec l'identité formaient ces deux-là avec l'identité formaient un sous-groupe. Bon. Et bien maintenant, si on veut 3 éléments d'ordre 2 qui forment un ensemble stable par multiplication, il faut prendre les transpositions qui engendrent 1, 2, 3 et 1, 3, 2. C'est-à-dire les transpositions dont le support est inclus dans 1, 2, 3 et 1, 3, 2. Et ça nous donne 4 répliques de S3. Pourquoi? Parce que tout simplement, les supports de 3 éléments sur un ensemble à 4, il y en a 3. Vous avez 1, 2, 3, 1, 2, 4, 2, 3, 4, 1, 3, 4. Voilà, c'est la possibilité de choisir 3 parmi 4. 3 parmi 4, ça fait 4. Donc on a 4 répliques de S3. Maintenant, si on prend 2, 3 cycles de supports distincts, pas addition bien sûr, mais distincts, et donc ça nous fait 2, 3 cycles. On veut que ce soit stable par multiplication et par inverse, donc on prend l'inverse ou le carré, c'est pareil, de chacun de ces 2, 3 cycles. Ça nous fait 4 éléments. On a donc 4 éléments d'ordre 3. Ce n'est plus compatible avec une structure de groupe isomorphe à S3. Du coup, nous avons fini les sous-groupes d'ordre 6. Maintenant, on passe à 8. Alors, ça se complexifie au fur et à mesure. Donc, en 8, on a vu qu'il y avait 4 groupes connus différents. Donc, Z sur 8Z impossible, il n'y a personne qui est d'ordre 8. Bon, alors ici, Z sur 2Z croix Z sur 4Z, donc ça, le théorème chinois ne s'applique pas, on est d'accord, c'est pas isomorphe à Z sur 8Z. Donc, il nous faudrait, donc ça, c'est un groupe commutatif, avec l'addition terme à terme, j'ai pas mis, bon. Et il nous faudrait un élément d'ordre 2. Ici, ça va forcément faire un élément d'ordre 2, de la 1,0, et un élément d'ordre 4,
correspondant via l'isomorphisme s'il y en avait un à 0, 1. Bon, mais qui devraient commuter entre eux, puisque ça c'est un truc commutatif. Or, aucun élément d'ordre 2 ni d'ordre 4 dans S4 ne commute entre eux. Ne commute avec tous les éléments d'ordre 4. Bon, mais ça, il suffit d'essayer. Hein. Prenez un élément au pif d'ordre 2. Et il faut prouver qu'il ne commute pas avec tous les éléments d'ordre 4. Donc, il suffit de trouver un élément d'ordre 4 avec lequel il ne commute pas. Donc, il suffit de faire, par exemple, 1, 2, 3, 4. C'est sûr que ça ne va pas commuter. 1 est envoyé sur 2. Et 2 est envoyé sur 1. Donc, 1 est fixe. Ensuite, 2 est envoyé sur 3, 3 est envoyé sur 4, 4 est envoyé sur 2. Et si vous faites l'inverse, et bien là, le point fixe, ça va être 2. Ça se voit, hein, puisque 2 est envoyé sur 1 et est renvoyé sur lui-même. Donc, il suffit de voir, déjà c'est mort. Hein. On voit tout de suite que ça fait pas, c'est pas le même support. Bon, quand même, pour le fun, je termine. Hein. 1 est envoyé sur 3, 3 est envoyé sur 4, 4 est envoyé sur 1. Donc un élément quelconque ici, taux 1, 2, on voit qu'il ne commute pas avec tous les 4 cycles, puisqu'en particulier il ne commute pas avec ce 4 cycles-là, et puis on généralise à n'importe quelle transposition. Donc voilà, c'est mort. Alors maintenant, on va voir si on trouve du diédral dans S4. Donc le groupe diédral, il faut bien le connaître, là, parce que là, si vous ne connaissez pas le groupe diédral, c'est mort. Donc si j'appelle S1 cette symétrie, S2, S3 verticale, S4 comme ça, et R d'angle pi sur 2, ce sont géométriquement, ce sont les isométries qui laisse le carré invariant. Alors R est d'ordre 4, c'est une rotation d'ordre pi sur 2, si on voit la vision géométrique de D4, hein, et S1, toutes les symétries là sont d'ordre 2. Bon. Alors on va voir si on peut trouver des éléments de S4 qu'on va appeler R et S1 ce qu'ils peuvent nous faire. Donc il faut qu'on trouve un élément d'ordre 4 et un élément d'ordre 2. Donc d'ordre 2, ça va être une transposition ou une double transposition, et là ça va être un 4 cycles. Et il faut que ces produits-là nous donnent 3 éléments d'ordre 2 aussi. Voilà. Alors, raisonnons avec la signature. Donc, R est de signature impaire, forcément. Ça, ce qui est bien, parce qu'on a les principes de groupe, mais on a en plus la signature, puisqu'on n'est pas dans n'importe quel groupe, on est dans S4. Ok. Donc, alors maintenant, comme S1 est d'ordre 2, c'est soit une transposition, soit une double transposition. Alors, imaginons que S1 soit une transposition. On verra après le cas où S1 est une double transposition, voir ce qu'on trouve. Si ça marche, ou si ça marche pas, si ça nous fournit un diédral, sous-groupe diédral ou pas. Alors si S1 est une transposition, vu que R est de signature impaire, le produit RS1 va être de signature impaire aussi, c'est la loi des signes. Ensuite R3S1 aussi, mais pas R2S1, parce que quand vous allez faire R au carré, évidemment, ça va être de signature paire. Vous vous souvenez qu'un 4 cycles au carré, vous n'êtes pas obligé de le savoir, un 4 cycles au carré, ça fait une double transposition, c'est de signature paire, mais de toute façon, impair fois impair, on sait que ça fait paire. Bon. Alors du coup, ces deux-là vont être de signature paire. Mais on impose qu'ils soient d'ordre 2, pour faire un groupe diédral. Puisque avec ces produits-là, on est censé retrouver S2, S3, S4. Hein. Donc ordre 2, signature paire, c'est des doubles transpositions. Alors il faut qu'on voit si en prenant un 4 cycles et une transposition, et en prenant ça, on obtient des doubles transpositions. Alors, prenons ce 4 cycles-là, par exemple. On va chercher une transposition. Alors on a vu que si on prend la transposition 1, 2, eh bien, ça ne va pas marcher. Parce que 1 et 2 se suivent dans le cycle. Donc si vous faites 1, 2, 3, 4, rond, 1, 2, c'est ce que je vous ai incité à faire quand on a fait un peu la liste et la table rapidement. Donc si je fais 1, 2, 3, 4, rond, 1, 2, vous pouvez voir très rapidement que 2 est un point fixe. Par conséquent, si vous faites 1, 2, 3, 4, rond, 1, 2, ça fait un truc pair, donc c'est un 3 cycles, puisqu'il a un point fixe. Et nous, on ne veut pas ça, que ce soit un 3 cycles. On veut que RS1 soit une double transposition. Donc il ne faut pas prendre comme S1, il ne faut pas prendre 1, 2. De manière générale, il ne faut pas prendre 2 éléments consécutifs du cycle. Il ne faut pas prendre 2, 3, il faut prendre 3, 4, 4, 1. Alors prenons 1, 3. Pendant 1, 3, et on fait les calculs. Donc ça, faut que vous sachiez le refaire encore une fois, tac. Et donc, on voit qu'on n'obtient que des doubles transpositions, sauf pour lui, évidemment, qui va être d'ordre 2, qui va être une transposition, et ça nous forme un groupe. Donc je marque tous les éléments ici, et je le remets ici, mais plus ordonné, et ça nous fait ça. Alors,
comment est-ce qu'on peut compter le nombre de groupes dihydro qu'on va obtenir? Ben, c'est simple, on a 4 cycles, et on voit que là, ils sont rangés 2 par 2. Chacun est rangé avec son inverse. De ce fait, on va avoir 3 répliques du groupe dihydral. C'est pas la peine d'en chercher d'autres. Pourquoi? Parce que là, on est en train de regarder les groupes d'ordre 8. On a vu que le nombre de groupes d'ordre 8 est un impair qui divise 24. Si ce n'est pas 1, c'est 3. Il ne peut donc pas y en avoir. On pouvait avoir un autre argument pour dire qu'il n'y en avait pas, en disant, très bien, réessayons ici dans le cas où S1 est une double transposition. Et on obtient un paradoxe, parce que ça veut dire que ces deux-là sont de signature impaire, puisque S1, s'il est supposé une double transposition, R étant de signature impaire, et une double transposition étant de signature paire, ben ces deux seront de signature impaire et d'ordre 2, donc seront des transpositions. Et puisque ce sont des transpositions, on se ramène au cas précédent. Alors maintenant, il y en avait un autre, c'était le groupe quaternionique, là. Alors, on sait qu'on ne peut pas trouver, puisque si on trouvait un sous-groupe isomorphe au groupe quaternionique, ça nous ferait un autre sous-groupe d'ordre 8 qui serait forcément distinct, et d'après Stilo, ce n'est pas possible. Alors, on aurait pu aussi faire directement. Il faudrait 3 éléments d'ordre 4, puisque I, J et K sont des éléments d'ordre 4. Donc il en faudrait même 6. Il faudrait même 6 éléments d'ordre 4, plus ou moins I, puisque dans le groupe quaternionique, plus ou moins I, plus ou moins J, plus ou moins K ont pour carré moins 1. Cela généralise les nombres complexes. Bon. Il faudrait qu'on ait 6 éléments d'ordre 4 qui ont le même carré, ce qui est impossible. Parce que si vous regardez les éléments d'ordre 4 de S3, certes, vous en avez 6, mais ils n'ont pas le même carré. 2 à 2, ils ont le même carré. Mais c'est tout. Du coup, c'est mort. Voilà. Alors maintenant, le sous-groupe d'ordre 12, alors c'est plus compliqué et plus simple à la fois. Donc il n'y en a qu'un. Donc le groupe alterné. Donc vous savez que Kerphi est toujours un sous-groupe, et même distingué, on verra après. Donc A4, c'est le groupe des... c'est le noyau du morphisme signature, c'est-à-dire c'est le sous-groupe des permutations de 1, 2, 3, 4 de signature positive, et donc c'est un sous-groupe donc, qui contient les doubles transpositions et les 3 cycles, et comme 2 transformations paires combinées entre elles forment une transformation paire, bon, ben, c'est clair que c'est un sous-groupe. Voilà. Alors la difficulté, c'est de montrer qu'il est le seul, donc là c'est un peu de la théorie des groupes, donc c'est parti pour la démonstration. Donc supposons qu'il y en a un autre, d'ordre 12. Alors évidemment, il ne sera pas égal à S4, bon, c'est un peu trivial d'avoir mis ça, d'ordre 12, et qui soit différent de A4. Voilà. Alors j'ai mis ça, mais je ne suis même pas sûr que je vais en avoir besoin, donc on va voir après. Non, H est distingué, donc ça, tous les sous-groupes d'indice 2 sont distingués. Et donc là, on est obligé de parler des sous-groupes distingués ici, parce qu'il n'y a pas d'autre méthode, enfin, je ne connais pas. Bon, alors pourquoi il est distingué? Parce que distingué, ça veut dire les classes à gauche égale les classes à droite, donc GH égale à G. Donc si vous prenez un élément G dans H, ben GH c'est la classe de H. Si vous prenez un G pas dans H, ben GH c'est du coup, puisque ça forme une partition, les classes, ben c'est le complémentaire de H dans G. Et HG pareil. Mais du coup elles sont égales, donc un sous-groupe d'indice 2 est toujours distingué. Bon. Et alors on va montrer que en fait, H est le noyau de la signature. Et pour ça, eh ben, on va prendre le morphisme qui est la fonction indicatrice de H, c'est-à-dire qu'il y a un élément de H associe 1, et un élément pas de H associe moins 1. On va montrer que ce morphisme, c'est la signature. Et on aura gagné. Parce que clairement, quand je construis phi, eh bien, H est le noyau de phi. Puisque le neutre ici, c'est 1, et l'image réciproque ensembliste de 1, par définition, c'est H. Puisque phi vaut 1 si et seulement si on est dans H. Voilà, donc il reste à montrer des choses, que phi est un morphisme et que phi est la signature. Alors, que phi soit un morphisme, c'est évident, parce que H est distingué dans G. Donc, quand vous faites le quotient de S4 par H, ben, c'est le groupe à 2 éléments. Voilà. Donc, c'est évident que phi est un morphisme. Et sinon, si vous prenez cet isomorphisme-là, que vous l'appelez psi, eh ben, si vous voulez définir phi de G, vous faites psi de G bar, et ça vous fait la même chose. Ça, peut-être faut vous renseigner, revenir sur la vidéo sur les sous-groupes distingués. Alors ensuite, ce qu'on va dire, c'est que les transpositions engendrent SK, donc on va voir quelle est la valeur de phi sur les transpositions. Donc déjà, les transpositions sont conjuguées entre elles.
Alors pourquoi les transpositions sont conjuguées entre elles? Parce que toutes les transpositions sont conjuguées à 1, 2 grâce à ça. Donc conjuguées, ça veut dire que vous pouvez passer d'une transposition à l'autre par automorphisme intérieur. Un automorphisme intérieur, ça veut dire que vous faites x, un élément, x moins 1. Et donc, vous pouvez obtenir n'importe quelle transposition en faisant x, taux 1, 2, x moins 1. Comme phi est un morphisme, si vous appliquez phi à cette égalité, eh bien vous obtenez que phi de taux 1, 2, vous avez phi de taux 1, 2 là, et là vous avez phi d'un élément fois phi de son inverse. Donc ça vous fait 1. La raison pour laquelle ça fait 1, si vous voulez, c'est que phi, c'est un morphisme qui envoie dans moins 1 multiplicatif. Et comme il envoie dans moins 1 multiplicatif, il envoie dans un groupe commutatif, parce que ça c'est trivialement commutatif, c'est le groupe le plus simple qui existe. Et de ce fait, quand vous faites phi de ça, puisque c'est un morphisme, ça fait phi de 1 AB fois phi de taux 1, 2 fois phi de 1 BA. Donc vous pouvez laisser phi de taux 1, 2 à part, et vous pouvez mettre phi de 1 AB fois phi de 1 BA ensemble, ce qui fait phi de l'identité. Voilà. Bon, et donc ici, elles sont conjuguées entre elles, ce qui veut dire que phi d'une transposition, c'est égal à phi de n'importe quelle transposition. Ça ne peut pas être égal à 1, parce que comme les transpositions engendrent S4, vous auriez phi égale constante égale à 1 sur tout S4, ce qui n'est pas vrai, puisque H est un sous-groupe strict. Par conséquent, vous avez phi égale moins 1 pour toutes les transpositions. Et grâce à la proposition 4, vous retrouvez que phi est la signature. On a démontré que le seul sous-groupe d'ordre 12 de S4, c'est A4. Voilà. Alors après, les sous-groupes distingués, ben, classiquement, hein, c'est le centre, les noyaux et le groupe dérivé. Donc le centre, ben là c'est facile, hein, vous pouvez regarder. Donc une transposition à 3 cycles commute pas entre elles. C'est très facile de voir que personne commute avec tout le monde en fait. Voilà. Le groupe dérivé, il s'agit de calculer ça. Donc si vous voulez ça fera forcément un truc de signature positive. Donc il suffit de se douter que sans doute ça va faire A4 et de voir si on engendre tout A4. Et en prenant 1, 2 et 2, 3 et 1, 3, vous obtenez tout de suite lui. Donc si vous pouvez obtenir lui, ben, en changeant les numéros, vous pouvez obtenir tous les 3 cycles. Et si vous pouvez obtenir tous les 3 cycles, ben, vous pouvez obtenir A4. Voilà. Et ensuite, le morphisme de la signature, bon, ben, c'est A4. Voilà. Donc alors, je suis désolé, j'ai fait un peu à l'envers ma vidéo. J'aurais dû mettre ce chapitre avant. Donc les générateurs, ils sont tous marqués là. Donc vous pouvez regarder, c'est un résumé de tout ce qu'on a trouvé. Voilà. Tout est là, vous pouvez le voir dans le document PDF. Ensuite, les distingués, bon, ben, A4. Les silos sont conjugués entre eux. Donc ils ne sont pas distingués puisque vous pouvez les échanger entre eux par les automorphismes intérieurs. De même, les sous-groupes d'ordre 2, vous pouvez les échanger. En fait, les seuls sous-groupes distingués vont être ceux qui sont de nature unique, si vous voulez. Les Q sont conjugués entre eux, j'ai expliqué tout ça, donc il suffit de revoir, c'est assez simple, mais il faut plancher un tout petit peu pour voir que les Q et les D sont conjugués entre eux, parce que vous pourrez toujours trouver des automorphismes intérieurs qui les envoient. Voilà. Et alors maintenant, U est à part, on en a déjà parlé, hein. Il ne peut être envoyé que sur lui-même par un automorphisme intérieur, pour une raison de structure, puisqu'il ne peut être envoyé que sur un clin, et pour une raison aussi de signature. Voilà. Et donc, en concluant, vous avez rapidement qu'il n'y a que 2 sous-groupes distingués qui sont A4 et U, donc le groupe composé des doubles transpositions. Et ce groupe, le quotient avec les doubles transpositions ne peut pas être isomorphe à Z sur 6Z parce qu'il n'y a personne qui est d'ordre 6. Donc c'est un S3. Voilà, donc j'ai fini cette vidéo et j'espère que ça vous a été utile.